Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'Express Éducation réalisé en partenariat avec l'École européenne du numérique, l'EEDN. Et si votre prochaine carrière était dans le numérique, c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui, peut-être vous aussi. C'est un secteur qui recrute en France, cybersécurité, data, intelligence artificielle, système, réseau. Les opportunités sont réelles et durables. Est-ce que j'ai le bon profil? Faut-il avoir un bagage technique? Combien de temps faut-il pour devenir opérationnel? Eh bien, vous allez voir que l'École européenne du numérique, qui forme exclusivement des personnes en reconversion, a très certainement une formation taillée pour vous. Ce webinaire va être un temps d'échange avec un objectif simple, vous apporter des réponses concrètes, réalistes, basées sur des parcours réels et sur des dispositifs accessibles. Donc, chers amis, vous qui nous regardez en direct, alors je commence à regarder, vous êtes une bonne dizaine déjà à nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous cliquez à droite sur l'onglet chat. Vous posez vos questions en direct, on va y répondre. On est là pour ça. Vous êtes en reconversion, vous souhaitez vous engager dans le numérique, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez en réflexion au début de votre projet ou si vous avez déjà décidé de franchir le cap, peut-être que ce webinaire est là pour déjà y voir encore plus clair et même déclencher la suite de votre carrière professionnelle. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui des représentants de l'école. Jonathan Pinet, donc vous êtes le directeur de l'École européenne du numérique. Bienvenue Jonathan, merci d'être là. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, ravi d'être là et de répondre à vos questions. Très heureux de vous recevoir. Maya Bentolila également, vous êtes coach carrière au sein de l'école spécialisée en reconversion professionnelle. Bienvenue Maya. Bonjour à tout le monde. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous et je répondrai volontiers à toutes vos questions concernant votre reconversion. Super, on a hâte de vous entendre. On a hâte d'entendre aussi Julien Carpentier qui est apprenant, attention, on ne dit pas étudiant, on dit apprenant au sein de la formation technicien supérieur en système et réseau. Julien, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter un petit peu mon profil, le profil type d'un apprenant en TSSR. Super, on a hâte d'arriver déjà à ce moment du webinaire pour en savoir plus parce que finalement c'est vous qui êtes vraiment dans le concret sur ces formations. Sans plus attendre, Jonathan, je vais vous donner la parole finalement. Dites-nous comment se lancer dans une reconversion professionnelle dans le numérique et pourquoi ce secteur est un excellent choix. C'est vaste le numérique, mais c'est un bon choix, c'est stratégique même presque, j'allais dire. Oui, effectivement, je pense que déjà, il convient de clarifier de quoi on parle dans le numérique. Comme vous l'avez dit, c'est vaste, ça comprend beaucoup de métiers, que ce soit l'IA, le code, les réseaux, la cybersécurité, le marketing. Voilà, on entend beaucoup de mots-clés autour du numérique, mais c'est bien de se poser concrètement sur les métiers les plus porteurs au sein de ces filières. Ce qui est certain, c'est que c'est un secteur qui est en pleine expansion, et ce depuis plusieurs années, mais avec l'accélération de l'IA et en particulier de l'IA générative, il y a de plus en plus de besoins qui émergent dans les entreprises. Déjà au niveau de l'IA en tant que telle, parce qu'on a besoin de professionnels qualifiés qui sachent comment exploiter ces algorithmes, ces outils, les interconnecter avec des vrais besoins, mais aussi ça induit de nouveaux risques, de nouvelles opportunités, et pour ça on a besoin de sécuriser nos données, nos réseaux, et d'avoir une infrastructure qui soit résiliente et fiable. Et d'où le besoin sous-jacent qui est peut-être un peu moins connu, un peu moins sexy, un peu moins exposé que les métiers autour de l'IA et du code, mais qui sont tout aussi essentiels pour faire fonctionner ces machines. Et donc, c'est vraiment sur ces divers métiers que l'école s'est positionnée pour accompagner des reconversions destinées à un public débutant, alors qui n'a pas forcément de bagage technique, mais qui a une forte motivation à se lancer dans ces métiers. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a peu d'emplois finalement pourvus, donc beaucoup d'emplois, il y a un vrai vivier en termes de débouchés en sortant de l'école? Oui, effectivement, il y a déjà un niveau macro, on parle de 180 000 postes qui sont à pourvoir d'ici 2030 dans ces domaines. Alors, encore une fois, ça touche au numérique au sens large, mais il y a de vrais besoins de la part des entreprises, et le système éducatif initial ne répond tout simplement pas à la demande.
Quand on se dit qu'il faut 5 ans pour obtenir un master et peut-être qu'à l'issue de ces 5 ans, les compétences qu'on aura apprises seront obsolètes. Nous, on a vraiment développé un système éducatif, des formations intensives qu'on fait en 5 mois, 6 mois pour acquérir toutes les compétences pour être opérationnel dès la sortie de formation. Donc, on croit vraiment à ces modèles hybrides qui permettent à des adultes qui ont déjà un passé professionnel de se reconvertir dans ces métiers. Ah ben voilà, je vous invite tous, hein, vous êtes déjà une petite vingtaine là, hein, à suivre le live. Nicolas, Julien, je donne vos prénoms parce qu'il faut que vous posiez vos questions. C'est le moment, hein. Nolwenn, Laetitia, Pierre, Magali et compagnie, Riyad, Amaury, John, voilà, vous êtes nombreux. Il faut poser vos questions maintenant, hein, pour savoir en fait si vous êtes au bon endroit. Moi, je le dis, je sais que vous êtes au bon endroit pour parler de reconversion dans le numérique. Le numérique, ça peut effrayer aussi, hein, Jonathan, hein. C'est ce qu'on s'était dit en préparant un petit peu ce webinaire parce que c'est peut-être l'inconnu. Oui, effectivement, il peut y avoir plusieurs barrières psychologiques, hein, par rapport au numérique, et se dire que c'est pas forcément fait pour soi, qu'il faut être un geek, qu'il faut être bon en maths, bon en logique. Et c'est vrai dans une certaine mesure, hein, faut quand même être à l'aise avec l'ordinateur, avec l'outil informatique. Mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est que l'IA, c'est un défi pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de métiers qui sont bouleversés, mais c'est aussi une opportunité de transformer sa carrière. Et en fait, aujourd'hui, apprendre à coder, ça pouvait prendre des années. La barrière technique s'abaisse de plus en plus. C'est générer du code, générer des outils, des solutions, ça requiert peut-être un peu moins de bagages techniques et beaucoup plus de méthodologie, de stratégie et de réelle compréhension des besoins métiers pour y répondre efficacement. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, l'IA est un défi parce que ça peut bouleverser son métier, mais c'est aussi un formidable vecteur pour ceux qui souhaitent prendre en main leur carrière pour entrer dans un secteur dynamique. Allez, ben on a déjà deux petites questions là qui sont arrivées, on va les prendre tout de suite. J'ai envie de dire, Benjamin, c'est peut-être au programme, mais j'aimerais en savoir davantage sur les filières dans le numérique responsable. Est-ce que ça vous parle, le numérique responsable? Le numérique responsable, il n'y a pas forcément de métier dédié au numérique responsable, mais c'est une compétence transverse qu'on va retrouver dans l'ensemble de nos formations. Ne serait-ce que la formation en IA, c'est pas juste de savoir bien utiliser ces outils, mais c'est aussi comment l'utiliser de manière éthique, responsable, dans un cadre réglementaire et normé. Faut bien avoir à l'esprit qu'on opère dans l'environnement du RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui, comme tous les acteurs du numérique, concerne la protection des données. Et donc, on n'y pense pas toujours forcément, mais quand on utilise ces outils, on manipule des données. Et donc, il faut savoir le faire dans un cadre clair, avec une bonne gouvernance éthique. Et puis au-delà de ça, ça pose aussi un certain nombre de risques qui sont encadrés par l'IA Act. Donc, nous, on forme aussi des professionnels à utiliser ces outils de manière responsable. Je le rappelle, un chiffre, hein, que vous avez donné, Jonathan, 180 000 ou 188 000 emplois à pourvoir d'ici 2030, hein, dans le numérique, dans l'IA, le réseau. Donc voilà, un vrai vivier, une vraie possibilité de trouver assez rapidement finalement un emploi. J'enchaîne avec Amaury qui nous pose une question, hein, tant qu'on y est. Alors, peut-être qu'il va falloir un peu détailler votre question, Amaury. Comment jugez-vous l'intégration des jeunes diplômés en reconversion? Les emplois vacants sont-ils accessibles aux personnes peu expérimentées? Jonathan, qu'est-ce que vous en dites un petit peu de ça? Oui, tout à fait. Nos formations sont pensées, conçues pour permettre l'emploi en sortie de formation. Donc, on peut tout à fait trouver un stage, un apprentissage ou un premier emploi à l'issue de la formation. Après, il y a une diversité de sorties possibles à l'issue de nos formations. Certains trouvent un emploi, d'autres préfèrent continuer leur formation pour développer plus profondément leur expérience, leurs compétences. D'autres peuvent lancer leur propre activité. On a un super article de témoignage dans l'Express Éducation qui est sorti ce mois-ci, avec 3 témoignages de nos anciens étudiants qui racontent justement leur parcours et leur sortie en fin de formation.
Justement, en parlant de parcours et peut-être de profil, vous pouvez cliquer sur l'onglet sondage. Donc, vous qui nous suivez actuellement, sondage, dites-nous finalement quel domaine vous intéresse. 3 choix, hein, on vous a mis l'IA, système et réseau ou d'autres formations dans le numérique. Ça nous intéresse de savoir un petit peu, vous qui nous regardez, eh bien, quels sont finalement les domaines qui vous intéressent en termes de formation. Autre point finalement qu'on a évoqué ici ensemble en préparant ce webinaire, c'est qu'on peut se former au sein de l'école tout en gardant son emploi, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Alors, on a des formations qui durent 5 mois, 6 mois, qui sont à temps plein et pour ça, et qui s'adressent à des adultes en reconversion professionnelle. Il faut savoir qu'il existe un dispositif de financement qui s'appelle Transition Pro. C'est l'ancien fonds GESIF pour les plus anciens d'entre nous, qui vous permet d'obtenir un congé formation durant lequel vous vous formez et durant lequel vous avez un maintien de salaire de la part de Transition Pro qui prend à la fois en charge les frais pédagogiques et le maintien de votre salaire. Et c'est d'ailleurs le dispositif qu'a sollicité Julien avec nous. Donc, il pourra peut-être aussi nous en dire quelques mots sur le dispositif et comment il s'y a pris pour l'obtenir. On va revenir en détail hein, sur tout ça. Je vois qu'il y a des questions sur l'âge aussi hein, qui sont posées. Là, Jean-Baptiste qui nous parle de âgé de 45 ans. Est-ce que ce sont des freins? Est-ce que l'âge est un frein? Je crois pas, hein, même pas du tout. Donc, restez connectés parce que là, je vois hein, vos questions qui arrivent. On va y répondre naturellement hein, pour certaines. Donc, c'est pour ça que je prends pas immédiatement vos questions. Je continue avec vous finalement, Jonathan. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur la présentation de l'école en elle-même? Oui, bien sûr. Donc, nous, on est une école 100% à distance, spécialisée, vous l'aurez compris, dans les métiers du numérique, d'où le nom. Donc, on propose deux parcours de formation, deux types de formation, des formations dans l'IA et les réseaux, et des formations à 2 niveaux, soit pour monter en compétences, soit pour se reconvertir. Donc, pour les formations les plus longues, on a des parcours de 5-6 mois où on vise vraiment la reconversion, un changement de métier. Donc ça, on va prendre le temps de bien étudier votre parcours, votre projet professionnel, vos motivations. Ce n'est pas une formation dans laquelle on se lance tête baissée, donc c'est important de bien se projeter dans le métier, d'avoir fait des enquêtes, d'avoir parlé à des professionnels. Tout ce qu'on veut éviter, c'est bien sûr qu'au bout de 2 semaines, vous dites ah bah c'est pas pour moi, j'arrête la formation. Donc personne n'est gagnant dans cette configuration. Donc on a vraiment toute une équipe d'admission qui vous aide à questionner votre projet et puis à monter une demande de financement si besoin. Et l'autre type de formation, c'est une formation de montée en compétences plus courte, mais qui permet d'acquérir des blocs de compétences dans l'IA, dans les réseaux, pour déjà tester ces domaines, si c'est quelque chose dans lequel vous n'êtes pas sûr de vouloir évoluer, ou au contraire, vous aider à accélérer dans votre carrière. Alors, je reviens sur Benjamin, là, qui nous pose beaucoup de questions, hein, Benjamin. Vu qu'on a parlé un petit peu des formations avec vous, Jonathan, alors qui parlait de justement tout à l'heure, d'éthique hein, plutôt. Hein. Est-ce qu'il existe, alors je reprends sa question hein, mot pour mot, je ne parle pas exclusivement de souveraineté et de gouvernance des données en évoquant le numérique responsable, mais essentiellement de thématiques autour de l'inclusion, l'optimisation du bilan carbone, l'exploitation de son archi, etc. Existe-t-il des formations dédiées? Je vous laisse répondre, Jonathan. Alors, on n'a pas de formation dédiée spécifiquement sur ces thématiques, si c'est ce que vous cherchez. En revanche, ce sont des thématiques, effectivement, qui sont traitées dans les piliers autour du numérique responsable. C'est vrai que spontanément, je parlais de gouvernance, de souveraineté, de protection des données, mais il y a bien sûr tout un ensemble de modules autour de l'inclusion, de l'impact carbone, et de vraiment savoir utiliser ces outils en étant en toute conscience, en optimisant à la fois les besoins d'un business, mais tout en préservant les enjeux sociétaux et environnementaux. Rappelez-nous un petit peu la question des certifications hein, de vos diplômes, Jonathan. Donc, on parle de programmes certifiants reconnus RNCP, RS. Rappelez-nous exactement pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Oui, tout à fait. Alors, RNCP, c'est le registre national des certifications professionnelles qui
qui répertorie un ensemble de diplômes, de titres professionnels, de titres métiers. Donc ça, c'est vraiment pour nos formations les plus longues. Ça comprend des blocs de compétences et à l'issue de la formation, vous passez un examen professionnel devant un jury professionnel qui vous délivre un diplôme reconnu par l'État. Les formations qui sont adossées à des RS, des répertoires spécifiques, c'est une autre logique, c'est plus un bloc de compétences au cours duquel on certifie vos compétences dans un domaine donné. Et donc, de même, à l'issue de la formation, vous passez un examen devant un jury pour obtenir la certification. Mais quoi qu'il en soit, nos formations sont adossées à des titres et des certifications reconnus. Et bien justement, on peut peut-être rentrer dans le détail des deux formations pour l'instant que vous proposez, Jonathan, si vous le voulez bien. Hein. On est OK, on enchaîne? Oui, bien sûr. Alors, on a une première formation en technicien supérieur système et réseau, TSSR pour les intimes. C'est la formation que suit Julien, donc il pourra nous en dire un peu plus. Mais grosso modo, il s'agit de métiers dans le domaine de la cybersécurité au sens large, qui permettent à la fois d'exploiter et de maintenir des systèmes d'information et de fournir un support aux utilisateurs face à divers pannes et incidents qu'ils peuvent rencontrer dans leur utilisation des systèmes d'information. Donc, encore une fois, c'est vraiment un rôle clé, un rôle capital dans la fiabilisation de nos réseaux sans lesquels on ne pourrait pas échanger aujourd'hui. Et on a une autre formation, chef de projet IA, qui consiste à gérer des projets autour de l'intelligence artificielle et de vraiment orchestrer à la fois les besoins métiers, les solutions techniques et d'avoir une vraie méthodologie pour concevoir des solutions impactantes qui font gagner du temps, de la productivité, qui améliorent les services, la qualité, le rendu, etc. Les besoins et les cas d'usage peuvent être multiples, mais on a vraiment besoin de professionnels qui savent utiliser ces outils et surtout les utiliser avec méthode. Encore une fois, c'est bien d'avoir un petit bagage technique pour bien les utiliser, mais au-delà de la technique dont la barrière à l'entrée baisse de plus en plus à mesure que la technologie progresse. Ce qui est important, c'est le mindset, l'état d'esprit, la méthodologie pour bien utiliser ces outils. J'ai bien retenu ce que vous disiez, c'est grâce à l'IA, grâce au progrès. Voilà, c'est la barrière d'exigence baisse, notamment sur le code. C'est un exemple que vous donniez en début de webinaire sur le code. Les compétences sur le code sont un petit peu revues à la baisse. On n'a pas besoin d'être. Alors, je vous dis, je ne maîtrise pas. Je sais qu'on peut parler de Python et de choses comme ça. Je rassure Stéphane, moi non plus, je ne maîtrise pas, je ne code pas. Et pour autant, j'utilise régulièrement ChatGPT, Claude ou d'autres outils pour me générer des petits bouts de code dont j'ai besoin pour gérer des automatisations. Donc, ce qui est aussi formidable avec ces outils, c'est que c'est des vecteurs d'apprentissage. Moi, quand je fais face à un problème, je co-construis la solution avec une IA pour trouver la solution et vraiment débugger pas à pas. Alors, je prends 10 fois plus de temps qu'un développeur pourrait le faire, mais en général, j'arrive à trouver la solution et à implémenter des automatisations par moi-même. Julien qui nous demande, est-ce qu'il existe des formations sur la gestion des réseaux sociaux, la communication numérique et digitale? Pas au sein de notre école, non. Pas au sein de l'école. Donc là, on est en train de détailler justement les formations TSSR, technicien supérieur système et réseau, et création de contenu IA. Je suis juste dans la terminologie. Oui. Voilà. Très bien. D'autres formations à venir éventuellement, Jonathan, qui sont peut-être en phase de projet au sein de l'école? Oui, ça, c'est vraiment les deux thématiques sur lesquelles on est positionné, mais on a vocation à développer davantage de parcours, potentiellement autour du no-code, de l'automatisation, de Linux, donc des briques un peu plus spécialisées pour vraiment donner toutes les bases, toutes les compétences à ceux qui souhaitent se lancer dans ces domaines. Super. Allez, je vous le rappelle, sondage, vous pouvez y répondre. Vous cliquez sur l'onglet sondage. Quel est le domaine qui vous intéresse, vous qui nous regardez? L'IA, système et réseau ou d'autres formations dans le numérique, ça nous intéresse.
de savoir. Je vais peut-être prendre une petite volée de questions là, qui nous parvient. En plus, on rentre un petit peu dans le thème de l'accompagnement à l'emploi avec vous, Maya. On va bientôt vous donner la parole. Je reprends les questions. Alors, attendez, je les ai répertoriées. Julien qui nous disait, est-ce que l'âge est un frein pour les recruteurs malgré une formation de reconversion? J'ai envie de dire presque oui ou non. À vous de nous dire, Maya, est-ce que l'âge est un frein? Alors, vous voulez me proposer d'autres questions ou je réponds à celle-ci? On peut déjà répondre à celle-ci. Je crois que vous avez une tranche d'âge assez large, hein, finalement. Alors, effectivement, la tranche d'âge, elle est vraiment tout à fait illimitée, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a des gens qui sont en première partie de carrière, deuxième partie de carrière, troisième partie de carrière, quatrième partie de carrière, en fonction de leur objectif professionnel. Voilà, chacun vient chercher ce dont il a besoin dans ces formations. Ceci dit, pour répondre directement à la question, est-ce que 45 ans, c'est trop tard? Non, évidemment, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la maturité professionnelle qu'on peut avoir à 45 ans, elle est déjà très avérée, elle est déjà très assise. On a des compétences qu'on va appeler les soft skills, hein, les compétences humaines, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite pour s'adapter à un nouveau métier que si on sort de l'école. Hein. Je veux dire, si on a 20 ans et qu'on sort de l'école, on sait ce qu'est une entreprise, on sait ce qu'est une équipe, on sait ce que sont des procédures et évidemment, on va s'adapter beaucoup plus facilement à la fois à l'intégration en entreprise, mais aussi lors de la formation, on va faire des liens avec ce qu'on est en train d'apprendre et comment est-ce qu'on le met en place dans une entreprise. Parce qu'on a la vision des besoins de l'entreprise aussi. Donc, tout ça, les recruteurs le savent. Et c'est vrai que très longtemps, on a dit après 35 ans en France, tu ne peux pas trouver de boulot. C'est vraiment en train de changer, notamment dans le domaine du numérique. Parce que c'est un domaine où on se reconvertit beaucoup plus facilement. Justement, je prends une question qui est vraiment très spécifique. Alors, on ne la voit pas parce qu'elle a été dans l'onglet questions, peu importe, c'est Magali. Avez-vous déjà eu des fonctionnaires d'État en reconversion? Moi, j'ai presque envie de dire sous-entendu, est-ce que les fonctionnaires d'État, donc la haute administration, a besoin de se former? Alors, oui. Moi, j'en ai vu parce que ça fait maintenant plus de 15 ans que j'accompagne des classes en reconversion professionnelle dans le numérique. Donc, j'en ai vu. J'ai vu aussi pas mal de militaires qui se reconvertissent parce qu'à partir d'un certain âge, il y a des métiers qu'ils ne peuvent plus faire. Et concernant les fonctionnaires, alors je laisserai peut-être la parole à Jonathan sur la partie financement parce que je ne sais pas si c'est un financement classique comme dans les entreprises privées. Mais en tous les cas, il n'y a évidemment aucune barrière en ce qui concerne les fonctionnaires, bien sûr. Vous avez évoqué… allez-y, Jonathan, allez-y. Oui, pour abonder dans le sens de Maya, bien sûr qu'il y a des besoins pour les fonctionnaires et il n'y a rien d'inhérent à la fonction qui empêche de suivre la formation. La problématique va plus se tourner autour du financement. Et c'est vrai que nos formations sont souvent financées par Transition Pro, qui finance plutôt des salariés de droit privé. Cela dit, ça ne vous empêche pas de vous rapprocher de votre service de formation. Je sais que l'État finance aussi les formations de ses propres agents. Les budgets, oui. Il y a des budgets et donc ce n'est pas impossible non plus de se former. Il faut juste trouver le bon montage financier. Voilà, justement, c'était la deuxième partie de la question de Jean-Baptiste. La question du financement de la reconversion est quand même centrale aussi. On va y revenir presque en fin de webinaire sur la partie financement avec vous, Jonathan. Je voulais revenir vers vous, Maya, finalement. Comment se passe l'accompagnement? Comment vous accompagnez les apprenants finalement? Ils sont dans leur reconversion, en phase de sortie de formation. Comment on fait finalement? Comment l'école les accompagne? Alors, moi, je les accompagne tout au long de leur formation, dès le début et jusqu'à la fin. D'abord parce que, évidemment, passer d'un métier à un autre, ça demande d'un point de vue cognitif des changements, hein, de s'approprier certaines façons de fonctionner. On doit déconstruire certains schémas. On doit, comme disait Jonathan tout à l'heure, mettre de côté ses croyances limitantes en se disant oui, je peux y arriver, c'est pas parce que j'ai pas le bac, c'est pas parce que j'ai fait un travail plutôt manuel jusqu'à présent.
que je ne peux, ou parce que j'ai plus de 45 ans, que je ne vais pas comprendre ce qu'on m'apprend. Donc, d'un point de vue cognitif, il faut remettre les choses en place et laisser ces croyances limitantes de côté. Donc ça, évidemment, je les accompagne aussi là-dessus parce que réussir son insertion professionnelle, ça commence par réussir sa formation. Et pour réussir sa formation, il faut chaque jour faire un bilan positif de ce qu'on a appris dans la journée. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit vers sa réinsertion professionnelle et son changement de métier. Donc, c'est très important de se sentir bien dans la formation et d'être bien accompagné aussi pendant la formation. Ensuite, évidemment, plus on avance dans la formation, plus la question de l'insertion professionnelle, la recherche d'emploi va se poser. Donc, on va travailler sur les compétences transférables, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon ancien métier et en quoi ça peut me servir dans mon nouveau métier. Donc, toute cette partie soft skills. On va travailler sur l'inventaire de mes compétences aujourd'hui, sur la partie technique. Donc, ce que j'ai appris, ce que je suis en train d'apprendre et ce sur quoi je dois m'améliorer, mes axes de progression, sur quoi je dois mettre l'accent, qu'est-ce que je dois le plus travailler parce que c'est ça qui est le plus compliqué pour moi aujourd'hui. Et puis, petit à petit, on va vraiment vers le CV. Une fois qu'on a posé les choses et qu'on se connaît, qu'on a fait son introspection sur ses compétences, on est capable de faire un CV en bonne et due forme. On est capable d'écrire sur un CV eh bien, non seulement les compétences qu'on a, mais ce qu'on sait faire avec. Parce que parfois, on fait une énumération de compétences et on n'explique pas aux recruteurs dans le CV ce qu'on sait faire avec. Donc, l'idée, c'est vraiment de passer de ces habitudes de faire un CV où on va être évalué sur une carrière à un CV où on va être évalué sur son potentiel. Puisque ce qui est compliqué, c'est de dire dans un CV, je vais faire tel job, voilà, je suis TSSR, je suis technicien supérieur en système et réseau, mais je ne l'ai jamais fait. Mais prenez-moi quand même. Donc, comment est-ce que dans le CV, on va montrer qu'on est à la hauteur de ce rôle de TSSR? Donc, ça, c'est une grosse partie, hein, transformer un CV classique en CV orienté potentiel. Et enfin, l'accompagnement, il va aussi vers la recherche d'emploi, tout ce qui va être accompagnement à la recherche d'emploi, comment on s'y prend en fait, hein, comment est-ce qu'on contacte son réseau, comment est-ce qu'on envoie son CV, comment est-ce qu'on fait un petit mail de présentation, et puis ensuite, une fois qu'on a l'entretien, qu'est-ce qu'on dit en entretien, qu'est-ce qu'on dit pas. Voilà, et puis évidemment, tout ça avec un socle évident de travailler la confiance en soi pour évidemment éviter ce fameux syndrome de l'imposteur, parce que quand on va faire 5 ou 6 mois de formation, on a tendance à se dire, parce que les autres nous le disent aussi, ah, tu n'as fait que 5 mois et tu crois que tu vas y arriver. Donc voilà, travailler aussi cette histoire du syndrome de l'imposteur qui est souvent un frein que les gens sortis de formation se mettent tout seuls en fait. C'est bien, ça va mieux en le disant, hein, parce que le syndrome de l'imposteur, on s'en rend compte, est un vrai problème. Hein, voilà, est un vrai problème. Je prends la question de Riyad. Faites-vous un suivi du devenir de vos étudiants? Alors, elle est bien détaillée, la question. Je constate que vous mettez un point d'honneur à maintenir un lien fort entre promotions. Est-ce que cela permet des stages ou des recrutements CDD, CDI? Et dans quel type d'entreprise? Des grands groupes, des PME, des ETI? Assez grosse comme question. Jonathan, Maya, je ne sais pas qui veut répondre. Oui, j'ai vu la question. Effectivement, déjà, en fin de formation, on a un groupe Discord qui permet de regrouper tous nos anciens dans une même communauté, déjà pour partager des nouvelles, mais aussi partager des offres, des opportunités. Et c'est vrai qu'on commence à voir des anciens qui partagent des offres. Juste cette semaine, on a quelqu'un qui a été recruté en CDI dans son entreprise à Lyon, un TSSR, et qui a proposé spontanément de faire passer des CV en interne pour des futurs stagiaires au sein de son entreprise. Là, il s'agit d'une ESN, mais on peut voir tout type d'entreprise par la suite, hein, que ce soit des PME, des ETI, des grands groupes ou des gens qui se lancent à leur compte dans cette activité. Donc, il n'y a pas forcément d'entreprise type, mais c'est vrai que c'est vraiment plaisant de voir cette communauté émerger au fil des cohortes.
Ouais, j'allais employer le terme de communauté. Il y a une vraie Oui, communauté qui est en train de naître autour de qui se l'école, hein, et ça, c'est construit, vachement oui. bien. Mhm. Voilà, qui est en train de se construire. Alors, l'âge n'est pas un Et frein. Votre expérience n'est pas un frein. Allez-y, Jonathan. j'aimerais juste compléter. C'est vrai que toutes nos formations sont entièrement à distance. Ça, c'est un parti pris de l'école et on y croit vraiment. C'est important de savoir travailler en autonomie à distance, étant donné que bah, c'est beaucoup de métiers qui peuvent s'exercer en télétravail. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dimension de communauté, même au sein de la formation, hein. Nos formations sont synchrones, c'est-à-dire en direct, bah, comme on échange aujourd'hui. Et il y a des amitiés qui peuvent se créer au sein des promotions. L'été dernier, bah, il y a 3-4 étudiants qui se sont tous retrouvés à Marseille pour suivre la formation ensemble. Ils sont venus des 4 coins de France et ils avaient envie de passer un peu de temps ensemble. Donc, au-delà de la dimension purement économique et opportunité, bah, ça crée aussi des liens interpersonnels qui se créent malgré la distance. Et puis, Une vraie communauté. pour revenir sur ce que je disais, le lien qu'évoque Jonathan, c'est aussi directement lié au fait que les gens ne se connaissent pas et qui se regroupent dans une classe virtuelle autour du même objectif, qui est leur reconversion et leur insertion professionnelle. Et donc, cet objectif-là, en fait, il va créer un ciment avec des gens qui ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'avaient pas décidé de se reconvertir. Et c'est vraiment ça qui est fort parce que c'est un moment où, en fait, le projet de vie bascule. On est dans un nouveau projet de vie et le fait de le partager avec des gens qui ont la même histoire, ou à peu près, en tous les cas, qui ont le même objectif, ça crée des liens très forts. Eh ben voilà, justement. Allez-y, je vous en prie, continuez. Oui, je voulais juste rajouter par rapport à l'accompagnement, j'ai parlé du collectif, mais évidemment derrière, il y a un accompagnement individuel où les apprenants prennent des rendez-vous individuels avec moi pour me parler de leurs problématiques personnelles, de leurs inquiétudes personnelles et de leur recherche d'emploi ou de différents sujets qu'ils souhaitent aborder avec moi en lien avec leur insertion professionnelle sans que ça touche toute la classe. Voilà. En parlant de coaching individuel, on a un cas pratique qui se pose à nous avec Benjamin qui nous dresse un petit peu son CV, hein. Je suis autodidacte, 10 ans d'expérience en machine learning. J'estime avoir un niveau avancé dans l'IA. Alors, c'est des termes techniques. Je fine-tune mes propres modèles en local ou via des pods. Je ne sais pas si vous comprenez, moi, je ne connais pas le jargon, on va dire, du numérique et de l'IA. J'aimerais simplement que mon expérience soit validée par un diplôme, une certification. Ce type de besoin est-il un cas d'usage dans vos formations? Est-ce que ça rentre finalement dans le cadre de l'école? Alors, pour le coup, à Benjamin, je conseillerais plutôt de passer par une VAE, une validation des acquis d'expérience, qui permet bah, justement de monter un dossier et de valider des compétences avec une présentation auprès d'un jury. Pas forcément besoin de suivre une formation quand vous avez déjà ce niveau d'expérience, parce que vous n'allez pas forcément apprendre avec nous si vous maîtrisez déjà toutes ces compétences. Mais c'est vrai que la VAE, c'est un véhicule qui se développe beaucoup en France ces dernières années. Alors, Parfait. la VAE, parfois, on me dit oui, c'est un peu long. On a aussi des gens qui viennent pour se légitimer eux-mêmes dans leurs compétences. En fait, ils ont besoin de légitimer par un diplôme, par une formation, parce que tout ce qu'ils ont appris, c'est tout seul, et ils ont envie de remettre les choses dans un cadre. Voilà. Voilà, c'est le cas finalement d'un profil comme Benjamin, autodidacte, voilà, qui a besoin d'une certification. Donc d'accord, très bien, bien compris. On va parler de deux sujets. Déjà, on attend avec impatience de pouvoir vous entendre, Julien. Avant ça, on va parler un petit peu du nerf de la guerre, hein, du financement, de la formation. Finalement, Jonathan, comment est-ce qu'on peut financer? Il existe des dispositifs. On entend souvent parler du CPF. Vous avez parlé de transition pro. Alors, expliquez-nous un petit peu comment on finance une formation au sein de l'école européenne du numérique. Oui, effectivement, il y a divers modes de financement qui s'offrent à vous. J'ai parlé de transition pro. Donc, grosso modo, il faut justifier de 2 ans d'expérience professionnelle minimum dans un contrat de droit privé, que ce soit en CDI ou en CDD. Et ensuite, vous devez monter une demande de financement, un dossier. Notre équipe peut vous accompagner à
à mobiliser toutes les pièces et à bâtir le bon argumentaire pour, d'une part, solliciter un congé formation auprès de votre employeur. Et une fois que vous obtenez ce congé, vous montez la demande de financement auprès de Transition Pro en justifiant votre projet professionnel, en répondant à des questions assez précises sur pourquoi vous souhaitez vous lancer dans ce domaine, en quoi c'est cohérent avec votre parcours, quelles sont les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Et ensuite, votre dossier est instruit dans les commissions de transition pro et vous obtenez ou non le financement. Grosso modo, c'est un dossier sur deux qui est financé par Transition Pro, donc ça donne des bonnes chances d'obtention des financements pour les dossiers qui sont bien ficelés, bien amenés. Il faut aussi savoir que l'employeur, votre congé, ce n'est pas un coût pour lui. Donc, ça peut être un frein pour certains de se dire mon employeur va refuser, dans la mesure où le salaire est pris en charge par Transition Pro, donc il rembourse votre employeur durant la totalité de la formation. Donc, voilà, je me suis un peu attardé dessus parce que c'est un dispositif qui est méconnu, dont il y a beaucoup de nos prospects, de nos candidats qui ne connaissent pas forcément le dispositif, donc c'est intéressant de se pencher dessus, même s'il y a aussi d'autres dispositifs tels que le CPF, lequel est abondé à chaque année et qui vous donne un budget assez intéressant pour financer des formations certifiantes telles que les nôtres. Si votre formation s'inscrit dans un projet professionnel et dans la stratégie de l'entreprise, ça peut être aussi intéressant de solliciter un financement de la part de votre employeur directement ou de son OPCO. Alors, des OPCO, ce sont les organismes qui gèrent les fonds mutualisés de la formation et qui financent des formations et donc qui pourrait financer votre formation dans le cadre du développement de l'entreprise. Et en fin de compte, on a aussi des gens qui s'autofinancent ou qui combinent diverses sources de financement pour y parvenir. Donc, tout ça, ça dépend vraiment de votre situation personnelle, professionnelle, de votre statut. Et nos équipes d'admission sont vraiment équipées pour vous aiguiller dans les meilleures solutions financières pour monter une demande de financement. Justement, il y a Nicolas qui va peut-être avoir besoin de votre équipe et de soutien. Alors, qui nous demande, j'ai une question, étant salarié intérimaire, je n'ai effectué que des contrats à court terme. Quelles sont les possibilités de financement? Est-ce qu'on est dans un cas particulier pour Nicolas ici? Non, non, du tout. Alors, les salariés intérimaires sont aussi éligibles à Transition Pro, sous réserve d'avoir effectué un certain nombre d'heures. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas les seuils en tête, mais grosso modo, ça doit représenter 2 ans d'expérience de travail. Je ne sais pas comment ils le convertissent en termes de mission d'intérim, de nombre de jours, mais c'est tout à fait quelque chose qui peut être étudié soit avec nos équipes, soit avec les équipes de Transition Pro pour déterminer votre éligibilité à ces dispositifs. On vous met le lien de l'école sur le site de l'Express Éducation dans le chat. Vous pouvez cliquer, vous pouvez regarder, vous renseigner sur les formations, sur les dispositifs de financement. Allez-y, n'hésitez pas à vous renseigner. Et on arrive finalement à la fin de ce webinaire. On va vous entendre enfin, Julien, parce que c'est vous qui êtes le principal concerné. Vous avez attendu ce moment. On vous a bien fait patienter. Finalement, dites-nous un petit peu je ne sais pas, j'ai envie de dire presque votre historique, parce que vu qu'on parle de reconversion, on a envie de savoir d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a amené au sein de l'École européenne du numérique, Julien? Ouais, long historique. J'ai déjà accumulé des compétences dans le passé. J'avais déjà commencé une reconversion autrement, d'une mauvaise manière, sans passer par Transition Pro. Et c'était on va dire, je suis un peu monté en compétence sur d'autres sujets, mais j'ai voulu approfondir au niveau de l'EDN. Moi, je viens d'un milieu qui est l'hôtellerie, donc la maintenance hôtelière plutôt. Je suis électricien de formation. J'ai travaillé, je travaille toujours actuellement, ça fait 12 ou 13 ans que je travaille dans l'hôtellerie et la restauration.
Et suite à divers petits soucis personnels, j'ai décidé de me reconvertir dans un métier dans lequel j'avais déjà baigné, sur un terrain que je suis extrêmement intéressé depuis que j'ai 12, 13 ans. Donc, c'est la génération geek, un petit peu comme on disait tout à l'heure. C'est un intérêt pour tout ce qui est clavier et souris. Donc, après, on explore, on s'intéresse, on fait ses tests nous-mêmes. Mais après, ouais, le fait de pouvoir concrétiser ça avec un titre professionnel, comme le disait Jonathan, c'est autant on monte super vite en compétences. Après, il faut que la motivation soit présente. Mais vu qu'on est quand même plutôt bien accompagné, notamment par Jonathan, les formateurs, Maya et moi, j'ai eu contact avec Christophe au tout début. Donc après, le ficelage du projet se fait beaucoup mieux accompagné que tout seul, forcément. Mais du coup, après, une fois que le projet est ficelé, il n'y a plus qu'à dérouler le tapis rouge et avancer. Après, c'est jamais interdit de continuer à se cultiver. Moi, je sais que je regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps des vidéos. Je suis encore certaines conférences de personnes. Comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est un monde, l'IT, c'est un monde qui évolue tout le temps. C'est en permanente évolution. Donc, il y a toujours besoin de se mettre sur une veille et de toujours savoir ce qui va changer. Les manières de faire, les manières d'amener les choses. Dites-nous, On a pardon, bien vu Julien, que. Dis-moi. dites-nous, Julien, ça nous intéresse finalement. Vous en êtes où? Vous avez commencé quand la formation? Vous êtes encore en formation actuellement et c'est la TSSR, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Là, je suis dans la deuxième cohorte TSSR de l'EDN, donc qui a commencé le 1er septembre et Septembre. qui se termine ici au 31 janvier. Ah, c'est pour bientôt alors, hein, voilà. Ouais, ouais, le stress commence un petit peu à monter pour l'examen, mais ça va. D'accord. Et rappelez-nous votre âge, tiens, ça nous intéresse aussi, Julien, vu qu'on a beaucoup parlé de tranche d'âge, c'était quelque chose que nos téléspectateurs, j'allais dire, nous sollicitaient beaucoup là-dessus. Si vous voulez nous donner votre âge. J'ai 37 ans, moi. Enfin, Voilà, je 37 crois. ans. Dans mon corps à 37 ans, ma tête un petit peu moins. D'accord, allez, vas-y, je vous laisse continuer donc. Non, après, je disais, c'est qu'en fait, il n'y a pas, Jonathan disait juste avant, il n'y a pas réellement de prérequis, quelques petites bases, mais je vous dis, comme Maya le disait tout à l'heure aussi, c'est que ayant déjà un passif dans le monde professionnel, on a déjà acquis des compétences, des soft skills, hein. On a déjà acquis des compétences qui nous permettent de transiter d'un monde à l'autre. On n'est pas enfin, pour mon cas et d'autres dans ma formation, je prends l'exemple d'un de nos collègues qui a une bonne cinquantaine entamée. Il suffit juste d'avoir l'envie. Après, derrière, il suffit juste d'avoir les bons accompagnants, notamment Maya et puis d'autres, qui nous mènent sur le bon chemin. Mais après, il y a jamais de frein. C'est juste, il faut le vouloir, c'est tout. Mais c'est super intéressant de toute manière. Je me souviens en préparant ce webinaire que vous nous aviez parlé un petit peu de cybersécurité. C'était quelque chose qui vous intéressait aussi. Est-ce que c'est quelque chose, vous nous avez même donné l'exemple d'attaques qu'ont subi par exemple la Poste, là aux alentours de Noël, de certains ministères, hein, si je ne me trompe pas, même il y a à peu près un mois. Est-ce que c'est quelque chose finalement qui intéresse? Est-ce qu'il y a de l'avenir dans ces domaines? Je ne sais pas si c'est à vous, hein, qu'il faut poser la question, Julien, mais vu que c'est vous qui m'avez donné ces exemples, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. Ben, en fait, si vous voulez, enfin, moi, je suis dans une formation donc, administration système et réseau, donc pour faire un titre pro de technicien supérieur. Le monde du réseau est intimement lié au monde de la cybersécurité. Vous avez bien vu que là, on est sur une fragilité d'infrastructure un peu partout. Donc, en fait, oui, oui, clairement, au niveau des bouchées, moi, j'ai présumé que jusqu'au minimum 2030, voire au-delà, bien sûr, ça va faire que ça. Là, on a besoin d'équipes pour remettre à jour, continuer à entretenir et surtout sécuriser les infrastructures entreprises.
parce qu'il y a il y a beaucoup d'enjeux, hein. Ça va des fiches clients, des facturations, ça va au niveau même au plus simple des données personnelles, ce que serait numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, adresse. Tout est mis sur des serveurs. Et le but étant, dans notre rôle à nous, donc de sécuriser les infrastructures et de permettre que tout fonctionne correctement. En fait, il n'y a pas plus simple, hein. Donc il y a un vrai enjeu de souveraineté, même au-delà du fait que c'est un marché du travail qui est ouvert. Et donc vous disiez, Jonathan, plus de 180 000 postes à pourvoir d'ici 2030. Il y a un vrai enjeu de souveraineté, hein, c'est ça, hein, Julien. Dites-nous d'ailleurs, vous êtes en fin de formation, ça se finit comment, un stage à la fin de la formation, hein? Oui, un stage de 7 semaines qui démarre du 1er février vers jusqu'à peu près la deuxième quinzaine du mois de mars. Donc, c'est vraiment un stage qui va pouvoir nous mettre, qu'on puisse mettre à profit les compétences qu'on a apprises dans un milieu qui serait professionnel, donc vraiment dans un cas extrêmement concret. Et puis après, c'est moi, en fait, dans mon cas, j'ai l'intention aussi de potentiellement perdurer, donc de recommencer une autre formation ensuite. Là, c'est un niveau 5 et passer sur un niveau supérieur. Je sais qu'il y a une formation qui s'appelle AIS, Administration d'infrastructures sécurisées. Donc, vous voyez bien le rapport avec la cyber. Donc, tout a un lien avec l'autre. C'est quelque chose qui est très, très, très proche l'un avec l'autre. Ouais. Vous qui nous regardez, vous pouvez continuer. C'est le moment de poser vos questions. On est sur la fin de ce webinaire, hein. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'École européenne du numérique, je vais vous redonner peut-être la parole, Jonathan, peut-être pour conclure ce webinaire, pour inciter, hein, et finalement, hein, les personnes qui nous suivent à s'inscrire, au moins à se renseigner, hein. N'hésitez pas, les liens sont sur le chat. Les liens, également, on vous a mis l'adresse mail candidature@eedn.fr si vous souhaitez plus de renseignements. Jonathan, si vous voulez conclure finalement ce webinaire. Oui, déjà, vous remercier Stéphane, Maya, Julien d'avoir co-animé ce webinaire avec moi. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. On reste en contact. Je crois que Rose, dans le chat, a partagé l'adresse mail si vous souhaitez entrer en contact avec nos équipes. Donc, c'est candidature@eedn.fr. Et pour conclure, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui, le numérique, c'est un domaine qui est dynamique, qui est en expansion, qui offre beaucoup d'opportunités et pour lequel on a des profils très, très divers, très variés qui peuvent s'y retrouver. Alors, on ne va pas forcément avoir les mêmes motivations. On peut le faire parce qu'on a des problématiques au travail, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a des problèmes de santé ou au contraire parce qu'on veut évoluer dans sa carrière, augmenter son salaire. Donc, je pense que les motivations sont diverses et variées, mais tous se retrouvent dans une formation qui leur permet de reprendre en main les clés de leur carrière. Donc, nous, on sera ravis d'échanger avec vous si tel est votre projet. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Maya, Julien, si vous vouliez ajouter quelque chose, mais je trouve qu'on a fait un webinaire quand même assez complet. Oui, je veux juste dire que tout le monde peut y arriver, hein. Voilà, tout le monde peut y arriver. Julien, peut-être un petit mot. J'aurais dit plus ou moins la même chose que Maya, hein. Il suffit juste, avec de la volonté, un petit peu de temps et surtout un ordinateur. Ça, c'est quand même mieux. Mais après, ouais, non, mais tout le monde peut y arriver. Il suffit juste de savoir ce qu'on veut et avoir un projet, une vision à moyen et long terme, hein. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Des métiers d'avenir, l'École européenne du numérique. Inscrivez-vous, renseignez-vous, allez sur le site de l'Express Éducation, mais également sur le site directement de l'École européenne du numérique pour avoir beaucoup de renseignements. Vous voulez vous reconvertir, c'est ici qu'il faut aller. N'hésitez pas à vous renseigner. Jonathan, Julien et Maya, je vous remercie. Merci pour ce webinaire vraiment très complet. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez connectés régulièrement sur l'Express Éducation pour voir toute l'information, toutes les actualités sur le monde de l'éducation. On remercie Nicolas qui nous a posé beaucoup de questions et à toutes les personnes qui nous ont également posé de nombreuses questions. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.